Bon, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour assister à ce nouveau meet-up d'Elastic. Alors, je me présente, je m'appelle Wage Chen, je suis solution architecte chez Elastic. Alors, pour la petite histoire, j'ai d'abord connu Elastic par le meet-up. Donc, David était la première personne que j'ai connue de Elastic. Et c'était vraiment un exemple pour moi. À l'époque, j'ai travaillé pour notre éditeur. Donc je venais voir, parce que notre solution utilisait aussi Elasticsearch, donc je venais assister à des meet-ups comme vous. Et donc c'était vraiment pour moi, ça m'a appris beaucoup, surtout la façon dont David gère tout ce qui est communauté. Donc j'ai essayé de reproduire la même chose dans mon ancienne boîte. Et après, le hasard fait que je rejoins Elastic. Mais j'ai un petit peu honte maintenant parce que depuis que je rejoins Elastic, j'ai pu faire de meet-up pour Elastic. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, c'est l'occasion. Alors, on va parler aujourd'hui de recherche sémantique et ChatGPT. Alors, c'est vraiment le buzzword du moment, sachant que je pense que le titre le plus exact, ça serait recherche sémantique et tout ce qui est intégration avec des LLM, donc Large Language Models, que je vais expliquer un petit peu, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT dans le monde. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est le suivant. Donc, je vais commencer à introduire un petit peu le sujet, et ensuite, je vais expliquer ce que ça veut dire Semantic Search, à quoi ça sert. Puis, pour la première partie, on ne va pas parler de ChatGPT du tout, on va parler des choses fondamentales, à savoir comment on fait la recherche sémantique avec des vecteurs search et NLP. Donc pendant cette première partie, je vais finir par une petite démo sur la semantic search basée sur tout ce qui est recherche des images. Et ensuite, on va parler donc, du coup de pourquoi et comment intégrer avec donc des LLM, dont ChatGPT. Alors, les démos seront faites, donc je vais vraiment montrer deux démos. Je pense pédagogiquement, c'est intéressant de montrer les deux démos parce que, en fait, quand on parle d'intégration, il y a beaucoup de façons de faire. Alors, je montre deux façons de faire. Ce n'est pas non plus la norme. C'est pour montrer un petit peu ce qui est possible et ce qui est partiellement incomplet. Et donc après, je vais finir par, alors parce que toutes les choses bougent trop vite en ce moment, hein, il faut suivre, hein, juste pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous suivez les technico-blogs de Elasticsearch sur le site web, hein, vous avez une section blog et vous avez une section technico-blogs. Si vous regardez les 15 derniers technico-blogs, il y a pratiquement 10 parlent de ChatGPT. Et de différentes façons. Donc il faut vraiment suivre. Alors là, on a un nouveau modèle qui est créé, qui s'appelle ELSER. Donc ça, vous allez comprendre, c'est un modèle de NLP que Elastic a fait de l'ingénierie dessus, a essayé d'ajouter une abstraction qui est à la fois scalable, qui est à la fois facile à utiliser, qui rejoint la famille de l'ensemble d'outils qu'on propose dans ces initiatives-là. Donc après, si j'ai le temps, je propose une petite démo sur à quoi ça ressemble les champs indexés sur bbc.com et puis les questions-réponses. Alors, donc, pour commencer, on va parler de où nous sommes aujourd'hui. Alors, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'ère ce qu'on appelle la générative AI. Alors, ça veut dire quoi, générative AI? Concrètement, je pense que tout le monde a essayé un petit peu ChatGPT équivalent. Donc, c'est tout ce qui est IA qui permet de générer des contenus. De générer des contenus de texte, de l'image, de son, de vidéo, etc. Donc, on a de multiples exemples. Donc là, on est en plein dedans. Tout le monde a expérimenté ChatGPT. Donc, du coup, au quotidien, dans la vie professionnelle, on essaye d'imaginer des scénarios qui pourraient qui correspondent de la même manière qu'on avait expérimenté de ChatGPT. Et j'ai vu des utilisateurs élastiques, des clients élastiques, à chaque meeting aujourd'hui,
Ils me disent qu'est-ce que vous faites? Alors j'aimerais faire ça avec ChatGPT parce que mon fils il a eu des résumés de romans de Flaubert avec ChatGPT, j'ai corrigé 2 lignes et ça marche nickel. Alors est-ce que pour Elastic Observabilité, est-ce que je pourrais faire la même chose avec ChatGPT? Enfin, toutes ces choses-là, c'est des questions qui reviennent. Donc là, on est en plein dedans. On a constaté, donc ça, c'est cette image qui illustre ça, hein, c'est vraiment le nombre de jours qui arrive de 1 million à 100 millions d'utilisateurs par technologie et tous les buzzwords qu'on entend quotidiennement. Alors, l'idée ici, c'est déjà de prendre un pas en arrière pour voir comment Elastic a évolué pendant toute cette période en termes de recherche. Donc, vous avez vu, hein, donc, au début, on avait vraiment la création de composants centrales de la stack Elastic, qui est Elasticsearch. Et ensuite, dans les 5-6 premières années de développement de la techno de la stack Elastic, en fait, on a couplé surtout la stack, c'est-à-dire tout ce qui alimente le moteur et tout ce qui ajoute des couches d'abstraction sur la stack. Donc, y compris les modules machine learning, y compris par exemple la solution SweetType, y compris tout ce qui est la possibilité de hoster Elastic de différentes façons, donc en mode SaaS, en mode Kubernetes, etc. Et ensuite, vous avez vu, donc là, ici, donc là, c'est une initiative qui était lancée à partir de 2020. Donc là, on a pas mal de choses qui sont liées à tout ce qui est proposition de l'enrichissement de l'expérience de recherche à travers, donc du coup, des modèles, déjà des modèles NLP, et des modèles, et donc du coup, une nouvelle génération avec la 8 de tout ce qui est vector search, et dernièrement, tout ce qui est intégration dans le sens semantic search, et notre modèle que nous, on a ingénieré nous-mêmes. Donc tout ça, en fait, c'est une combinaison d'initiatives, dont le mot que David a essayé de prononcer, en fait, c'est Elasticsearch Relevance Engine. En fait, ça regroupe tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout ce qui est initiative qui correspond à Vector Database, à la possibilité d'héberger les modèles transformés pour le machine learning, à héberger des modèles tiers-parties OpenAI, de proposer notre modèle nous-mêmes et d'intégrer avec d'autres outils tiers. Tout ça, ça rejoint l'initiative de Elastic Relevance Engine, qu'aujourd'hui, on le package on va dire, dans une notion de cohérence et de solutions, on va dire, cohérentes. Donc, maintenant, aujourd'hui, le meetup, je vais vraiment essayer d'aller expliquer un petit peu chacun des composants et de voir comment est-ce que ça peut nous aider. Donc déjà, revenons sur les choses plus simples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire recherche sémantique? Donc, la recherche sémantique, c'est vraiment la différence à partir du moment où, aujourd'hui, ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est un peu le précédent talk, hein, c'est du full text search ou c'est de literal recherche. Je prends un exemple parce que, je ne sais pas si vous connaissez, Elastic était né de la base de moteur de recherche pour les recettes. Donc là, je reprends le site 750grammes.com.fr, je ne sais plus. Donc, imaginons que la différence entre le full text, c'est par exemple, je vais chercher une recette à la base de tomates. Dans le monde aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez dans le site de 750 grammes, vous utilisez ce genre de mots-clés pour essayer de trouver des résultats. Que Elastic sait très bien faire aujourd'hui. Là, ce qu'on veut aller proposer de l'expérience, c'est vraiment l'expérience que vous avez plus ou moins expérimenté avec du ChatGPT. Ça veut dire que vous allez lui poser des questions de langage naturel, donc sémantique. Donc là, vous allez lui poser la question type « Quelle est la véritable recette de tiramisu ?» Ou bien, un peu plus compliqué, « Je souhaite avoir une recette pour déjeuner du dimanche midi pour ma belle famille. » Donc là,
je ne me contente pas de lui proposer des mots-clés, mais je vais essayer de lui donner de contexte sans volontairement le donner avec des mots-clés. Et donc, c'est ça vraiment l'expérience qu'on essaye de créer avec donc, du coup, des semantic search. Sachant qu'aujourd'hui, le semantic search, je pense que ça va être la tendance, mais il y aura la coexistence pendant longtemps des deux solutions. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire quelle est la meilleure façon de faire les choses, mais c'est de montrer avec l'outil, si vous voulez faire du semantic search, comment vous faites. Donc, il faut revenir sur des bases si on veut faire des semantic search. Donc, quand on veut faire donc déjà, il y a cette notion de recherche vectorielle. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc la recherche vectorielle permet finalement d'avoir de la sémantique, d'avoir une flexibilité en termes d'input. Donc là, on peut non seulement lui poser des questions avec des mots, mais potentiellement lui uploader une image, uploader un audio, uploader une vidéo. Donc ça, c'est au niveau flexibilité d'élargir la possibilité, de lui donner des contextes et d'avoir un peu plus de précision sur le résultat. Du coup, on ne va plus être forcément sur le scoring de relevance qu'on entend par l'exemple de précédent talk. Donc là, on va un petit peu changer de paradigme en termes de relevance et en termes de précision. Alors, il faut revenir. Donc, quand on parle de recherche vectorielle, donc en fait, on ne cherche pas de la même manière, on fait de la recherche de similarité vectorielle. Donc déjà, il y a le mot clé vectoriel. Donc ça veut dire quoi vectoriel? Ça veut dire que par rapport à un texte ou par rapport à une image, on ne se contente pas uniquement à les mouliner dans les analyzers. On va le proposer du sens derrière tout ça. Donc, comment on propose du sens? Donc, c'est en combinant avec des modèles entraînés qu'on appelle des modèles NLP. Donc, ces modèles entraînés, ça peut être des NLP modèles pour les recherches textuelles, ça peut être des réseaux neurones pour tout ce qui est imagerie. À la fin du résultat, on obtient ce qu'on appelle des embeddings. Si je le traduis en français, je préfère le mot représentation vectorielle. En fait, c'est une suite de vecteurs, une matrice, qui comprend un score entre -1 et +1. Donc, à chaque dimension, qu'on appelle la dimension de vecteur, ça représente un sens, finalement. Donc, si on prend quelque chose de très basique, ici, on peut donner une image, pour une image donnée, on peut lui attribuer une dimension qui représente le scoring entre tout ce qui est réalistique et tout ce qui est animé. Donc là, on voit l'image à droite est plus proche de +1 et l'image à gauche est plus proche de -1. Et donc, on peut éventuellement, avec le modèle entraîné, lui attribuer des scorings pour cette dimension-là, sous forme de vecteur, pour chacune des images. Et après, donc, du coup, on peut alimenter, donc là, ici, on est en 2 dimensions. Donc, le précédent slide, j'ai ajouté une deuxième dimension qui correspond, est-ce que l'animal en question est un mammifère, est un oiseau? Donc là, je vais aussi l'attribuer un score d'appartenance. Donc après, au niveau recherche, finalement, je vais essayer de dire, pour un vecteur donné, trouve-moi les voisins les plus proches. Donc là, c'est un calcul de distance qui se fait. Ce n'est plus, on va dire, le text matching dans le sens classique avec un scoring de pertinence. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, figurez-vous, parce que la recherche vectorielle, on sait le faire depuis la version 7. Alors là où ça a changé vraiment, on va dire, le niveau de maturité par rapport à cette technologie, c'est finalement tout ce qui est algorithme de recherche de voisins les plus proches. En 7.3, on utilise un algorithme qui s'appelle brute force et qui privilège la précision, sachant qu'en termes de recherche, si on attend longtemps, on n'est pas content. Même s'il y a des résultats qui retournent, finalement, on est parti déjà avant. Donc là, avec la version 8, ce que ça a changé, c'est déjà,
on va changer le nom, qui est le KNN Search, en ANN Search. Donc KNN Search, c'est K Nearest Neighborhood, c'est son K-ième voisin les plus proches. Je vais le changer en Approximate Nearest Neighborhood, donc ça veut dire que neighbor, donc ça veut dire que les voisins approximativement plus proches. Donc là-dessus, je vais privilégier la performance par rapport à la précision. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, il y a un algorithme qu'on a choisi. C'est pour la représentation vectorielle. Donc c'est la façon qu'on va finalement stocker ces vecteurs et indexer ces vecteurs. On utilise donc du coup l'algorithme qui s'appelle HNSW. Donc finalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est-à-dire quand il y a une requête qui passe, il va avoir des successions de couches représenter les vecteurs pour pouvoir faire des raccourcis en termes de recherche. Donc il ne va pas aller parcourir dans un map qui contient tous les points, il va aller faire des sauts entre les couches pour pouvoir trouver les résultats plus rapides. Avec ça, ça améliore la scalabilité et la latence de requête. En plus de ça, ce qu'on a complété, donc ça c'est quelque chose qui représente aussi un atout majeur, c'est ce qu'on appelle le hybrid search. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux éventuellement combiner une recherche vectorielle avec une recherche classique de match. Et je vais éventuellement lui attribuer des boosts avec un scoring que je souhaite. Et donc ça, c'est quelque chose de super pratique parce que, mine de rien, si je fais une recherche vectorielle pour des recettes et à la fin, je vais lui attribuer un filtre, parce que j'ai une préférence alimentaire, pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut être très, très utile. Donc après, on a dans Hybrid Search, on a aussi des recherches avancées, les dernières recherches avancées sur l'algorithme de windowing, RFF. Je vais y revenir plus tard en fin de discussion. Donc si on regarde la recherche vectorielle dans son image plus complète, on va avoir le même mécanisme comme le talk de tout à l'heure. On va déjà les indexer. Alors la différence, c'est qu'on va avoir des représentations vectorielles à stocker. Donc, et de l'autre côté, quand on va avoir des queries, comme le précédent talk pour le japonais, le query lui-même, il va passer par l'équivalent de l'analyzer, qui est la traduction de la query en son représentation vectorielle. Et après, pour trouver des résultats, on fait ce qu'on appelle le ANN search ou le KNN search pour retourner une suite de résultats. Alors, la difficulté jusqu'ici, même si on propose déjà, pour que l'expérience soit complète, c'est que comment on fait ça? Comment on fait ça dans le même écosystème de la stack élastique? Parce qu'avant, vous avez des plugins, souvenez-vous. Je ne sais pas si vous êtes un utilisateur élastique de longue date. Avant, on a aussi des plugins NLP, souvent qui fait appel à un composant tiers. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer cette expérience avec une transparence pour les utilisateurs. Donc là, comment on fait? On va proposer des solutions qui pourraient vous aider à importer tous les modèles tiers de NLP ou des modèles que vous avez. Donc ça, c'est un atout majeur. Et on peut l'enrichir en vecteur au moment de la gestion, avec donc du coup le ingest pipeline afférence processeur. Donc là, on a choisi délibérément donc des technos, donc PyTorch. Donc là, on supporte tout ce qui est modèle qui est en PyTorch parce que c'est là où on a, on va dire, une bibliothèque le plus riche sur tout ce qui est modèle existant. Et donc, on a aussi tout ce qui est Public Hub pour tout ce qui est Shared Model NLP. Alors, avec ça, on va donc pouvoir rechercher le modèle qui nous intéresse, le loader avec l'outil historique, parce que cet outil eLand ne permet pas uniquement d'importer les modèles, mais permet aussi de faire toutes les tâches machine learning. Je ne sais pas si vous avez manipulé avec des machine learning supervisés avec Elastic, à savoir catégorisation, régression. Là, vous pouvez les manipuler avec eLand déjà auparavant. Là, ce qu'on peut faire avec la version 8, c'est que vous pouvez aussi utiliser le même outil
pour pouvoir importer ces modèles-là dans Elastic. Et vous avez la UI qui vous présente le résultat, et vous pouvez éventuellement aussi le tester dans la UI, au niveau Kibana. Donc avec ça, on arrive à, donc, du coup, gérer cette partie de transformation intégrée. Et en plus, cerise sur gâteau, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement traiter tous les problèmes de vector search ou similarity search. On peut aussi traiter d'autres sujets, y compris le modèle de l'aéroport de Kansai. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement faire, en utilisant les mêmes modèles, parce que là, on voit la barrière de search, ça se rejoint. C'est-à-dire que, arrivé à un moment, je ne sais plus faire avec un analyzer classique, ben, je fais appel à un modèle plus puissant de machine learning entraîné, qui a des millions d'entités nommées. Donc là, je fais le match plus simplement. Donc là, il va pouvoir le taguer. Donc là, vous voyez ici, c'est les différents modèles qu'on supporte aujourd'hui dans Elastic. C'est-à-dire que tout ce qui est reconnaissance d'entités nommées, tout ce qui est text embedding, c'est-à-dire que génération de la représentation vectorielle pour du texte, on a aussi tout ce qui est classification, tout ce qui est zero-shot classification et tout ce qui est question-réponse. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire au-delà de tout ce qui est recherche de similarité pour enrichir votre document au moment de la gestion. Alors, maintenant, revenons sur notre thème d'aujourd'hui, à savoir la recherche sémantique. Donc, comment je procède? Je souhaite poser une question de langage naturel, comme je le fais avec ChatGPT, mais je ne veux pas encore utiliser ChatGPT à ce moment. Je fais juste la recherche sémantique. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est exactement la même chose que j'ai montré dans le précédent diagramme, à savoir que pour un bouquin donné, ben, je vais l'ingérer. Au moment de l'ingestion, je vais faire appel à un modèle que j'ai importé pour générer tout ce qui est représentation vectorielle. Et je vais l'intégrer dans l'index mapping. Et donc, du coup, quand je fais le query, qu'est-ce que je fais? Ben, le moment où je vais lui poser une question, je vais aussi utiliser le même modèle inverse, comme je fais pour l'analyzer. L'analyzer, il y a l'aller et il y a le retour. Et là, pour donc, du coup, le semantic search, il y a l'aller, ingestion, et le retour, j'utilise le même modèle. Donc, j'utilise le même transformer pour traduire ma question à une représentation vectorielle, et après, je fais le KNN search ou ANN search. Et donc, idem pour tout ce qui est image. Donc là, pour l'image, par exemple, ce que je fais, c'est j'utilise un modèle qui est un peu plus avancé, qui est OpenAI Clip. Donc, du coup, là, c'est le démo que je vais vous montrer. Donc, je vais pouvoir indexer à peu près 20 000 images à partir de unsplash.com. J'utilise le modèle pour générer des représentations vectorielles. Et après, je propose une application de recherche qui permet, donc, du coup, de faire la recherche sémantique, y compris lui proposer un input sous forme d'image pour faire la similarité search. Alors, donc, du coup, la démo, la 5G n'est pas terrible, j'espère que ça va marcher. Je vais arrêter de parler Cisaram. Alors, donc ici, je suis sur ma petite application image cherche. Donc là, ici, je vais... Alors, avant d'aller là, peut-être que je vous montre juste le résultat. Donc là, le résultat de... Si je vais aller dans Discover, j'ai Image Embedding. Vous voyez? Ici, j'ai indexé mes images. Donc là, ce que vous voyez ici, en Image Embedding, c'est exactement les représentations vectorielles avec la série des dimensions entre -1 et 1. Donc là, le résultat ici, c'est que je vais poser une question. Alors, comme on est dans le thème japonais, on va utiliser, par exemple, Tokyo Food. Faire la recherche. Donc là, vous voyez, ce qui est assez sympathique, c'est que je vais chercher la nourriture japonaise, mais finalement, ce n'est pas la nourriture qui sort. C'est le caractère japonais en mode kanji qui représente gyoza, n'est-ce pas? Et donc, on est complètement dans la sémantique. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher la sémantique dans l'image, alors même il n'y a même pas de nourriture sur l'image. Donc après, on peut rentrer dans quelque chose d'un peu subtil.
C'est un petit stand de la rue. Tu peux peut-être aller au Japon, on le voit dans chaque coin de rue. Donc ça. Donc après, on a quelque chose donc, du coup, qui représente du coup, le Japon, etc. Donc ça, c'est un exemple de la recherche sémantique. Et après, je peux aller un peu plus loin. Donc là, au lieu de lui proposer du texte, je lui propose une image en entrant. Donc là, je peux, par exemple, des images de mon fils, c'est pas terrible. Alors, je lui propose cette image-là. La tour Eiffel en feu d'artifice. Voilà. Submit. Donc là, ce que je lui propose, donc, du coup, c'est d'essayer de trouver des images similaires par rapport à l'image que je viens de lui fournir, sans lui donner rien du tout. Donc là, il a calculé la représentation vectorielle, il a généré des vecteurs et il a fait le K-NN search. Et donc là, le résultat, il a détecté donc, tout ce qui est pattern de feu d'artifice la nuit, et il a détecté la tour Eiffel sans que je lui pose la question de la tour Eiffel. Donc ça, déjà, vous voyez, hein, donc là, il n'y a pas de magie ChatGPT, il n'y a rien de ChatGPT, et vous pouvez déjà faire des choses assez sympathiques et utiles. Alors, maintenant, on va aller dans la deuxième étape. Pourquoi et comment on intègre avec les large language models, y compris ChatGPT. Alors, je reviens sur mon exemple de 750grammes.fr. Je ne vais plus lui poser la question recette à la base de tomates, mais je souhaite avoir une recette pour le déjeuner du dimanche midi, avec du contexte, peut-être avec ma belle famille qui n'aime pas trop la viande. Alors, j'aurais pu lui poser la question directement à ChatGPT. Il va me générer un truc fantastique. Le problème, c'est que quand je lui pose cette question à ChatGPT, je sais que le modèle entraîné, c'est sur du public data. Et en plus, cette référence, c'est un peu obscur. Je ne sais pas quel modèle, on va dire quel dataset lui permet de faire tous ces entraînements et qui arrive à faire de la magie derrière. Donc, je vais avoir un contexte qui est plutôt général et surtout, je ne vais pas avoir forcément de contrôle de l'exactitude du résultat. Il peut me sortir un truc n'importe quoi et je crois que c'est une véritable recette. Alors, donc, c'est là où le moteur de recherche, il peut avoir un rôle à jouer. Donc, si on utilise un moteur de recherche, et là, on peut avoir différents niveaux de contrôle là-dessus. C'est assez sympathique. Je peux avoir un mode, c'est vraiment à moi de mettre le curseur où je souhaite. Je peux avoir un mode qui est plus rigide, c'est-à-dire que je lui pose la question, je lui dis, je fais d'abord la query, parce qu'on sait faire tout ce qui est recherche sémantique dans Elastic, n'est-ce pas? Je viens de vous montrer, avec le Tokyo Food. Alors, je pose la question en langage naturel, il va faire le similarity search dans Elastic. Et après, le résultat de hybrid search, je vais le soumettre à la complétion à des large language models, ChatGPT. Et là, je peux choisir différentes stratégies. Je peux lui dire, tu complètes uniquement par rapport à ce que je te soumis, ou bien tu peux lui dire, je te donne un contexte, essaye de trouver les trucs, la réponse le mieux qui correspond au contexte que je te fournis. Et là, le résultat, ça peut être complètement différent. Résultat, c'est par exemple sur le 750grammes.com ou .fr, je peux lui poser une question, trouve-moi une recette de tomates, il me répond une recette. Par contre, s'il me pose la question, qui est Thomas Pesquet? Je peux lui dire, désolé, c'est 150 grammes, ne sait pas le répondre. Par contre, je peux aussi lui dire, sois plus tolérant. Si tu sais le répondre, comme je n'ai pas de contexte, donne-lui un résultat quand même. Donc c'est là vraiment la stratégie que je peux éventuellement mettre le curseur. C'est ce qu'on appelle l'additional user personalization. Alors, si on met l'image
dans son ensemble, le flow, il n'est pas très différent par rapport à ce qu'on vient de faire. Il y a toujours ce mécanisme de recherche sémantique déjà. Donc la recherche sémantique, je vais utiliser un modèle qui n'est pas forcément ChatGPT, un modèle NLP qui fait de text embedding. Et là, par exemple, pour la stratégie, je peux dire, voilà, tu crawles mon site, et lorsque tu indexes chaque document, bah, tu vas me générer, par exemple, tout ce qui est représentation vectorielle à partir de titres ou à partir de résumés de ma recette. Et donc, avec ça, déjà, je peux faire tout ce qui est recherche de similarité avec le langage naturel. Donc maintenant, je fais la query, trouve-moi une recette de tiramisu. Il va d'abord faire ça, comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est uniquement au retour de résultat, je fais un petit plus. C'est-à-dire qu'au lieu de l'envoyer le résultat directement, comme ce que je faisais avant avec la liste d'images, ben je vais lui dire, fais appel à ChatGPT de compléter le résultat de ma requête, soit en mode chat complétion, en mode rigide, soit en mode question answering, qui prend mon contexte et qui l'élabore à partir de contexte. Alors là-dessus, on a aussi des outils qui permettent de faire ça. Je ne sais pas si vous avez entendu ce LangChain, hein, c'est un outil spécialisé dans tout ce qui est une intégration avec les vector store et avec donc du coup les bibliothèques de LLM. Donc avec ça, donc d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que donc ça date il y a 10 jours. Donc LangChain, ils ont intégré la dernière version de Elastic, y compris l'intégration avec le hybrid search. Donc du coup, la boucle est bouclée. Donc, pour revenir sur quelque chose d'un petit peu plus neutre, c'est-à-dire que sans contexte élastique, donc là, pour traiter cette intégration-là, donc là, c'est vraiment des images de LangChain, c'est-à-dire qu'au niveau ingestion, on va faire exactement la même chose, et donc du coup, on va le splitter en petits morceaux, et on va créer des représentations vectorielles. Et après, quand on pose la question, on va faire la similarité search, et c'est là où il y a de l'ingénierie à faire, éventuellement, c'est-à-dire que je peux avoir des stratégies. Donc là, il y a même 4 algorithmes que LangChain propose. Soit je lui dis, mon résultat, tu fais mouliner par ChatGPT ou un autre LLM, ou bien, mon résultat, je vais te donner par morceau, et tu complètes au fur et à mesure. Donc là, il y a, donc, je ne sais pas si vous avez fait de Hadoop, donc là, il y a aussi équivalent de MapReduce dans ces algorithmes-là. Donc là, ça ferait un TOC à lui-même seul, quoi. Donc ça va être trop compliqué. Alors donc, du coup, j'espère que le réseau va tenir. Alors, déjà, donc ça, c'est le résultat. Donc ça, c'est le résultat de premier exemple, mode strict, recette GPT complétion. Donc là, je lui dis, trouve-moi une recette de tiramisu. Donc là, au lieu de me retourner un résultat sous forme de liste, il va me répondre comme si c'était le chat GPT qui me répond. C'est vraiment le cas. Et par contre, il ne va pas aller en plus sur les choses un peu plus farfelues. Par exemple, si je lui dis qui est Thomas Pesquet, je ne peux pas répondre en basant sur les informations de 750 grammes. Alors, après, donc du coup, je fais un mode un peu plus tolérant. C'est-à-dire que là, je vais aller sur le modèle contextuel. C'est-à-dire que je récupère les... Oh, encore une fois, un peu plus grand. Donc là, je fais en mode question answering. J'utilise la bibliothèque LangChain. Ensuite, je vais dire le résultat que tu trouves avec le hybrid search, ben, tu vas lui soumettre en tant que contexte. Si tu trouves, tant mieux. Si tu ne trouves pas, ben, essaye de trouver de ta base de connaissances. Donc, il y aura quand même une préférence par rapport aux informations de mon site, mais pas que. Donc là, par exemple, trouve-moi une recette pour le déjeuner de dimanche midi.
bah, il me propose une recette de poulet rôti aux herbes de Provence. Par contre, si je pose la même question, qui est Thomas Pesquet, il va peut-être me répondre. Alors, Thomas Pesquet est un spationaute français de l'agence machin. Alors, j'ai posé la question à partir du site 750 grammes. Donc, c'est là où vous voyez la subtilité. Alors, je vais conclure plus tard par quelque chose d'un peu plus générique. Il y a beaucoup de considérations à prendre. Ça en est seulement un aspect. Parce qu'il y a des considérations de tout ce qui est prompt engineering. Il y a la considération de coût. Il y a la considération de la taille, de la longueur de texte qu'on veut lui soumettre. Donc il y a toutes ces conditions. Et à la fin, il faut que ça réponde à des use cases. On n'est pas là que pour faire de beau, on est là pour faire des choses utiles. Alors je reviens. Donc là, on reprend. On reprend donc du coup, il y a, ça c'est Elastic Learn Sparse Encoder. Donc tout à l'heure, vous avez vu, hein, je peux importer ces modèles-là dans Elastic, je peux l'inférer dans le crawler, je peux tester avec. Elastic a lancé, ça c'est le résultat de 2 ans d'ingénierie, a lancé un modèle à Elastic. Pour quelle raison, pourquoi on n'utilise pas quelque chose d'existant? Il y a quelque chose de différent quand même, c'est-à-dire qu'on va utiliser un sparse vector représentation qui est, en termes de performance, benchmark, qui est meilleur. La difficulté que vous allez voir si vous faites des projets de recherche vectorielle de sémantique, la scalabilité et la performance, c'est quelque chose assez difficile à gérer, surtout si vous manipulez des images de plus de 2000 dimensions. Au niveau scalabilité, c'est vraiment un challenge. Donc, encore une fois, on va essayer. Donc, on sait que, par exemple, il y a des modèles sur le marché qui vont très bien, mais on veut aussi proposer une alternative pour les gens qui privilègent la performance et la facilité. Donc, c'est là où, c'est vraiment, dans cette initiative, on a lancé ça. Donc, Elastic Learn Sparse Encoder. Et là, il a une représentation qui est un petit peu différente et un algorithme de recherche un peu différent. Donc, à la fin, ce que vous avez dans le paysage complet, c'est que vous avez, donc là, après, vous avez le Semantic Search API. Donc là, c'est toujours le même API hybride. Hein. Et après, vous avez, donc, par rapport à cette API de KNN Search, vous avez à côté de ça une API dédiée pour le LSER, pour le Semantic Model, pour les textes documents. Aujourd'hui, ils supportent seulement anglais. Ils ne supportent pas le français, etc. Ils vont bénéficier aussi d'une nouvelle initiative qui s'appelle RRF. Donc, c'est vraiment quelque chose de très technique. En anglais, ça s'appelle Reciprocal Rank Fusion. Donc, finalement, c'est encore une fois pour pouvoir attribuer des paramètres supplémentaires pour gagner du temps en termes de hybrid search. Donc, cet algorithme-là va bénéficier les 2 modes. Donc là, et après, donc du coup, n'oublie pas, on a toujours le lexical search. Donc, tout n'est pas semantic search, tout n'est pas ChatGPT. Il y a beaucoup de sites qui vont continuer à vivre très, très bien avec du lexical search. Il n'y a pas besoin de le changer si vous n'avez pas un use case particulier. Donc, pour reprendre le résultat, par exemple, ici, donc là, j'ai crawlé. Hein. Donc là, je ne vous ai pas montré. Donc là, il y a aussi un ensemble d'initiatives qui est proposé dans le modèle. Donc David a un petit peu mentionné, hein, c'est construire votre solution vous-même. Il y a 2 solutions, observabilité et sécurité. Et sur le search, vous avez ça. Et ça a été, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières versions de Elastic. Ça a été pas mal amélioré, les dernières versions. Donc là, les dernières versions, on a la possibilité de créer des index Elasticsearch de façon visuelle ici. Et on peut choisir les modes d'ingestion. Donc soit avec le crawler, soit avec les connecteurs natifs, soit avec l'API que vous lui fournissez. Et après, vous pouvez utiliser donc du coup tous les avantages de AppSearch, donc à savoir mettre un synonyme en live, mettre
tuner la relevance en live, toutes ces fonctionnalités-là, on a groupé dans cette application Enterprise Search. Donc là-dedans, par exemple, si je regarde les index que j'ai créés, ici, par exemple, je crée donc du coup Search Test. Par exemple, je peux lui dire, dans le pipeline d'ingestion, donc je crée un index Elasticsearch, et j'utilise le crawler pour le crawler, donc Elastic Crawler, pour le crawler le site de BBC. Et je lui dis, quand vous crawlez, quand vous ingérez des documents, vous utilisez un modèle élastique pour générer des représentations vectorielles qui s'appellent LCR. Donc là, le résultat, c'est qu'au niveau Kibana, par exemple, je peux avoir, donc du coup, ça, c'est le résultat indexé. Donc là, vous voyez, ici, je vais avoir le résultat Inference Content Predicted Value. Donc là, vous voyez, c'est la représentation vectorielle, mais sous un autre format que les dimensions qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, vous voyez, vous avez des clés valeurs, les science, un score, entertainment, un score, etc. Ça rejoint la même philosophie, mais c'est avec la méthode élastique. Derrière, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, dans le DevTools, vous pouvez faire avec une API spécifique, ici, query text expansion. Donc là, vous dites predictive value, je vais chercher le modèle texte. Donc ça, c'est mon full text semantic search avec ça. Donc là, par exemple, je lui dis best chicken recipe, et là, il va me faire, donc du coup, il va me trouver, donc du coup, les recettes de poulet du site BBC, parce que c'est un site généraliste qui fait de la recette aussi. Donc avec ça, j'en ai fini avec du coup ma dernière démo, et donc du coup, je vais conclure. Donc, je vais conclure par cette image parce que c'est quelque chose qui évolue très vite, et c'est quelque chose, vous voyez, qui commence par un tronc commun et qui a évolué dans les différentes branches. Et ça, ce site-là, je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment là où vous allez comprendre. Ils ont des explications, des blog posts qui sont sur les sujets que j'ai mentionnés, à savoir la performance, à savoir oui ou non c'est open source, à savoir combien ça coûte, à savoir est-ce que c'est cher. Donc, il y a les best practices. Donc, et bien sûr, vous avez aussi des familles. Vous avez des familles GPT, vous avez des familles BERT. Et donc, quand vous faites avec le Large Language Model, vous allez aussi vous confronter à ces choix-là. Donc, ça, c'est une bonne référence parce que là, pour le coup, c'est intégré, ça peut être intégré avec Elasticsearch, mais ce n'est pas d'Elasticsearch. Avec ça, je vous fournis quelques liens utiles. Je pense que d'ici que j'aurai vraiment mis la version finale, je vais en coller quelques-uns en plus parce que ça bouge tellement vite. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.